À 21 ans, j'occupais un poste d'agent d'entretien et de gardiennage dans une garderie locale, juste en bas de la rue. Mes responsabilités comprenaient la sortie des poubelles, l'installation et le déplacement du mobilier pour les événements, l'entretien courant, le rangement des fournitures, le nettoyage et l'entretien des locaux, l'entretien du matériel et la garantie d'un environnement sûr, ce qui impliquait de signaler tout comportement suspect pouvant indiquer une maltraitance ou une négligence envers les enfants. Certains jours, c'était moi qui ouvrais et fermais les locaux. Le travail était assez exigeant, d'autant plus que nous étions seuls avec un homme plus âgé, mon superviseur officieux. Il partait généralement plus tôt que moi, donc c'était souvent moi qui fermais les portes. La garderie était située sur le terrain d'une école et d'une église catholique, même si je crois qu'elle acceptait les enfants de tous horizons, pas seulement les familles catholiques. Un jour en particulier, probablement un vendredi, car l'homme plus âgé, que j'appellerais Bob, partait toujours tôt le vendredi. Il est parti avant moi, après m'avoir confié mes tâches pour le reste de la soirée. Il m'a demandé de commencer par le rangement habituel de la classe, puis de démonter les décorations de Thanksgiving restantes, de les ranger dans des caisses, de les transporter au sous-sol et de commencer à remonter les caisses de Noël. Ces boîtes contenaient des décorations pour chaque espace du bâtiment, du hall d'entrée au couloir et aux salles de classe. L'équipe de la garderie s'est occupée de la décoration, mais c'était à moi de tout démonter et de tout ranger ensuite. Maintenant que Thanksgiving était terminé, il était temps de passer à la décoration de Noël. Tous les enfants et le personnel étaient partis et il faisait nuit, probablement entre 18 et 19 heures. J'étais la seule personne encore présente dans le bâtiment. Alors j'ai verrouillé toutes les portes et j'ai continué à travailler. Je suis descendu au sous-sol qui servait principalement de débarras. Comme il faisait froid et que les activités extérieures étaient suspendues, les jouets d'extérieur, comme les toboggans en plastique et les petites voitures à pédales, avaient été déplacés à l'intérieur et rangés là-bas. Le sous-sol avait un couloir qui passait devant la chaufferie et les chauffe-eau et aboutissait à la réserve. Cette pièce dégageait toujours une atmosphère étrange et inquiétante, probablement due au manque d'éclairage. Il n'y avait pas de plafonnier, seulement deux lumières tamisées dans des coins opposés et une faible lueur provenant de la lumière du couloir. Le plafond n'était pas très haut non plus. J'ai dû m'accroupir légèrement à certains endroits pour éviter de me cogner la tête, même si, avec mes 1,90 m, cela aurait pu être moins problématique pour les personnes de petite taille. Le sous-sol avait de petites fenêtres qui laissaient entrer la lumière pendant la journée, mais la nuit, je me servais d'une lampe de poche. J'ai déposé nonchalamment les caisses de Thanksgiving près de l'entrée, impatiente de terminer et de commencer mon week-end. Alors que je hissais une caisse de Noël dans les escaliers et dans le couloir, j'ai soudain entendu ce qui ressemblait à une voix d'enfant, puis un rire. C'était faible et étouffé, mais reconnaissable. J'ai arrêté de déplacer la caisse et j'ai commencé à inspecter les lieux. J'ai inspecté chaque salle de classe, la salle de jeu intérieure, la salle d'art plastique et les toilettes. Tous les endroits auxquels je pouvais penser. Je n'ai rien trouvé. Pas d'enfant, personne d'autre. Mais la voix douce et étouffée revenait de temps en temps. Le seul endroit que je n'avais pas encore fouillé était le sous-sol. Je suis retourné à la porte du sous-sol et j'ai regardé en bas de l'escalier, attendant. Un bruit. Ça venait d'en bas. C'est là que j'ai compris. Peut-être qu'un enfant était descendu. Je me suis précipité en bas en criant. « Qui est en bas ?» pensant qu'un enfant s'était faufilé à l'intérieur. Arrivé en bas, j'ai couru dans le couloir vers le débarras. J'ai vu une des petites voitures avancer brièvement avant de s'arrêter. On aurait dit qu'elle venait d'être poussée. Je suis resté immobile, scrutant la pièce. Aucun enfant en vue, personne qui aurait pu toucher cette voiture. Je n'arrêtais pas de crier « Quelqu'un en bas ?» à plusieurs reprises. Rien. Juste un silence total. C'était si silencieux que c'était bruyant. J'ai commencé à ouvrir des boîtes et des cartons, vérifiant si un enfant ne se cachait pas à l'intérieur. Mais à mi-chemin, j'ai réalisé qu'aucune de ces boîtes ou caisses n'aurait pu être fermée de l'intérieur. À ce moment-là, je me suis senti complètement seul, mais aussi, étrangement, pas seul. C'est difficile à décrire. Puis, juste derrière moi, j'ai entendu quelque chose en plastique tomber au sol. Il n'y avait aucune circulation d'air en bas, aucune raison que quoi que ce soit bouge. Je n'ai même pas regardé en arrière.
Je me suis précipité à l'étage sans un regard derrière moi. En haut, je me suis figé, puis j'ai entendu ce qui ressemblait à un murmure d'enfants en bas. J'ai claqué la porte. Ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai appelé Bob. Il m'a dit que si je pensais sérieusement qu'un enfant était là-bas, je devais appeler la police. Le truc, c'est que je ne pensais pas qu'il y avait vraiment un enfant au sous-sol. Malgré tout, j'ai appelé les secours, car je ne pouvais pas partir sans en être absolument certaine. La police est arrivée, et après avoir fouillé le sous-sol avec eux, nous n'avons rien trouvé. Juste des piles de cartons et de bacs remplis de fournitures et de décorations. Nous n'avons rien trouvé non plus par terre qui aurait pu causer ce bruit de plastique. Il n'y avait aucun endroit où se cacher et aucun signalement d'enfants disparus. Les policiers n'ont eu d'autre choix que de partir. Je voyais bien qu'ils pensaient que je leur faisais perdre leur temps. Mais honnêtement, j'étais trop secoué pour être gêné. J'ai démissionné avant Noël. Je ne supportais pas de retourner dans ce sous-sol. Tout cela est arrivé récemment. Je vis maintenant seul dans mon appartement. Pour être clair, je ne prends aucun médicament et on ne m'a diagnostiqué aucun trouble mental ou hallucinatoire. Cette nuit-là a été une expérience unique que je ne peux vraiment pas expliquer et j'espère que cela restera ainsi. J'avais eu une longue journée de travail. Je travaille dans le bâtiment en ville et, en plus, je vais à la salle de sport 4 à 5 fois par semaine. Selon le projet, je rentre complètement crevé. Un soir, après le travail et la salle de sport, j'ai pris à manger en rentrant, car il était hors de question que je cuisine. J'étais épuisé. Je suis rentré, j'ai posé mon chipotle sur le pouf du salon et je me suis affalé sur le canapé pour manger. C'était plus tard dans la semaine et j'étais à bout de force. J'ai dévoré le chipotle, j'aurais pu en manger plus, mais j'étais tellement fatigué que j'ai fini par m'endormir sur place en regardant la télé. Quelques heures plus tard, je me suis réveillé et j'ai vu qu'il était environ 23 heures. J'étais tellement bien au chaud sous la couverture que je ne voulais pas bouger, mais je me suis souvenu que j'avais encore mes lentilles de contact. Je suis donc allé à la salle de bain pour les retirer, puis je me suis mis au lit. En me dirigeant vers ma chambre, j'ai entendu mon nom venir du salon. Je me suis figé. Ma première pensée a été « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» C'était une voix de femme. Je me suis retourné et suis retourné au salon. J'ai allumé la lumière, mais tout était flou. J'ai demandé « Qui était-ce » ? Maman. Mais je n'ai pas eu de réponse. J'ai réalisé que j'aurais besoin de mes lunettes de la chambre si je voulais y voir clair. Je me suis dirigé vers ma table de chevet, j'ai pris mes lunettes et je suis retourné au salon. J'étais la seule âme qui vive dans l'appartement. Mon appartement n'est pas très grand, juste un coin cuisine-salon combiné, une chambre et une salle de bain. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où chercher ou se cacher, mais il n'y avait aucune raison que quelqu'un d'autre soit chez moi. J'ai appelé ma mère pour vérifier qu'elle n'était pas là, et j'ai dû la réveiller avec cet appel, ce qui a réglé le problème. J'ai pensé que j'avais juste fait une erreur de jugement, et j'ai continué mon chemin, me couchant. M'endormir n'a pas été aussi facile cette fois-ci. Mon esprit n'arrêtait pas de repenser au fait que j'avais entendu quelqu'un prononcer mon nom. Alors que je commençais enfin à m'endormir, j'entendis une voix de femme prononcer à nouveau mon nom depuis l'intérieur de ma chambre. Je me retournai sur le dos et regardais autour de moi. À quelques mètres du pied de mon lit se tenait cette grande silhouette d'apparence humaine. Je distinguais ses longs cheveux de femme et distinguais à peine ce que je croyais être des traits du visage déformés et artificiels. Je poussai un cri strident et terrifié en cherchant désespérément la lumière ou mes lunettes. Je renversai la lampe en appuyant enfin sur l'interrupteur, mais la silhouette avait déjà disparu. Je mis mes lunettes et inspectai minutieusement la pièce, sous le lit, dans les placards, derrière la commode. Puis je visitai le reste de l'appartement. Je peux affirmer avec certitude qu'il n'y avait personne d'autre. J'avais vraiment l'impression de perdre pied avec la réalité. La seule façon pour moi de dormir dans cet appartement par la suite fut de me convaincre que tout cela n'était qu'une hallucination provoquée par l'épuisement ou le stress. Quand j'en parle aux autres, je reste vague, me contentant de dire que j'ai eu une hallucination. Je passe sous silence les détails, car les gens ont tendance à douter de vous ou à supposer que vous étiez sous l'emprise de quelque chose. Hallucination ou non, c'était sans doute l'expérience la plus terrifiante et la plus étrange que j'ai jamais vécue. J'ai 27 ans aujourd'hui et je vis dans une maison que je partage avec mon frère James. Ma vie n'a jamais été marquée par des événements étranges ou inexplicables, jusqu'à cette semaine.
Tout a commencé par ce que je croyais être une nuit normale. J'étais dans la cuisine en train de faire la vaisselle avant d'aller me coucher, quand soudain, un gobelet en plastique est tombé par terre. Le bruit m'a fait sursauter et je me suis retourné brusquement de l'évier. J'ai regardé le gobelet bleu rebondir et retomber par terre. C'était l'un de ceux que je gardais toujours sur le dessus du meuble. Je savais qu'il avait déjà été debout. Il n'y avait aucune raison pour qu'il tombe. Pas de vent, pas de secousse, rien. Je l'ai ramassé et remis sur le meuble. Ce ne fut pas le seul phénomène étrange de la nuit. Allongé dans mon lit, les stores baissés, je remarquai une faible lueur étrange qui éclairait la pièce. Je me suis roulé sur le côté et j'ai essayé de jeter un coup d'œil sous les stores, mais je n'ai rien vu. Même si cela me parut étrange, j'étais trop à l'aise pour me lever et vérifier. J'ai balayé l'incident, pensant qu'une nouvelle ampoule de lampadaire en était peut-être la cause. Cela paraît absurde maintenant, mais je n'avais aucune raison de supposer quoi que ce soit de surnaturel. Le lendemain, alors que j'étais seul à la maison et que James était au travail, un orage s'abattit. Le tonnerre grondait sans arrêt dans la maison. Quand j'ai entendu une tasse tomber dans la cuisine, j'ai d'abord cru à la foudre. Mais en allant vérifier, j'ai trouvé le même gobelet en plastique bleu par terre, celui que j'avais soigneusement remis à sa place la veille. Vu sa position, le tonnerre seul n'avait pas pu le faire tomber. Je l'ai posé sur le comptoir et je suis resté planté là, confus et mal à l'aise, scrutant la cuisine à la recherche de réponses que je n'avais pas. Alors que j'étais là, silencieux, j'ai entendu le plancher craquer au-dessus de moi, juste à côté de ma chambre. Je me suis dirigé vers l'escalier et j'ai appelé James, mais je me suis immédiatement rappelé qu'il n'était pas là. C'était peut-être juste le tonnerre qui faisait trembler les choses, mais il fallait quand même que je vérifie. J'ai monté l'escalier et allumé la lumière, car l'orage avait plongé toute la maison dans l'obscurité. Ma chambre est carrée avec 2 grands placards. J'ai regardé autour de moi et tout semblait normal. Les placards s'étaient un vide aussi. J'ai éteint la lumière et je suis redescendu. Plus tard dans la soirée, quand James est revenu, je lui ai tout raconté. Il a dit n'avoir rien remarqué d'inhabituel. Pour être honnête, rien de ce qui s'était passé jusque-là n'était totalement inexplicable. Le reste de la nuit s'est déroulé sans problème. Je me suis endormi sans problème. À une heure étrange de la nuit, je me suis réveillé. Il faisait encore nuit noire. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Il était 2 heures du matin. Je me suis retourné sur le côté et j'ai refermé les yeux. Puis j'ai entendu un bruit de tapotement très net, comme un doigt qui tape sur une vitre. Mon cœur s'est emballé. Je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un frappait à ma fenêtre et je ne voulais pas le savoir. Mais il m'a fallu un moment pour me souvenir. J'étais au 2e étage. Personne n'aurait dû pouvoir atteindre ma fenêtre de l'extérieur. J'ai repoussé les draps d'un coup de pied et me suis tourné vers la fenêtre. Il n'y avait personne dans la pièce, et lorsque j'ai relevé les stores, il n'y avait personne dehors non plus. Pourtant, j'étais absolument certain de ce que j'avais entendu. Je ne rêvais pas et je n'imaginais rien. J'ai couru droit dans la chambre de mon frère, paniqué. Je ne sais pas s'il m'a cru ou non. Honnêtement, je ne l'aurais pas cru non plus si je n'avais pas vécu ça moi-même. J'ai fini par dormir dans le salon cette nuit-là. 3 semaines se sont écoulées depuis et rien d'autre d'étrange ne s'est produit. Je n'avais jamais vraiment cru au paranormal avant cette nuit-là. Un jour, j'avais conduit du New Hampshire à la Floride. À mi-chemin environ, j'avais besoin d'un endroit où dormir. Je me suis arrêté dans un hôtel délabré, au bord de l'autoroute, sur une route calme. Il y avait peut-être 2 voitures sur le parking, donc l'endroit n'était clairement pas complet. La réceptionniste parlait comme un robot et semblait totalement indifférente à sa présence. Elle correspondait parfaitement à l'ambiance de l'hôtel. Le hall était rempli de meubles démodés, du genre qu'on s'attend à voir jetés à la rue. Le papier peint était lui aussi vieux et hideux. Mais peu importe. Je n'étais pas là pour le luxe, juste pour dormir avant la prochaine longue étape de mon voyage. Il était déjà tard quand je me suis enregistré. Je suis entré dans la chambre, j'ai pris ma brosse à dents, je me suis brossé les dents et je me suis immédiatement mis au lit. J'ai éteint la lampe à côté de moi et j'ai essayé de dormir, peu impatiente d'entreprendre le long trajet qui m'attendait. C'est alors que quelqu'un a frappé à la porte. J'ai regardé l'heure, il était un peu avant minuit. Je me suis approché et j'ai regardé par le Judas. Mais pour une raison inconnue, il ne fonctionnait pas. Je ne voyais rien dans le couloir, juste le noir complet. J'ai regardé l'espace sous la porte,
mais aucune ombre ni aucun pas ne masquait la lumière. J'ai prudemment ouvert la porte de quelques centimètres pour jeter un coup d'œil. Il n'y avait personne. J'ai ouvert la porte plus grand et j'ai regardé des deux côtés du couloir. Il était vide, ce qui m'a fait me demander si quelqu'un dans cet hôtel presque vide ne jouait pas à un jeu. J'ai fermé la porte, verrouillé le verrou cette fois, et je suis retourné me coucher. Mais on a frappé à nouveau. Cette fois, je me suis levé d'un bond, j'ai couru vers la porte et j'ai vérifié à nouveau le Judas. À ma grande surprise, je pouvais enfin voir à travers, juste le couloir vide. J'ai déverrouillé la porte et l'ai ouverte. Toujours personne. J'ai regardé de nouveau dans les deux directions. Vide. C'est là que j'ai décidé que ça suffisait. J'ai pris la clé de la chambre et je me suis dirigé vers la réception. J'ai expliqué à la femme que quelqu'un n'arrêtait pas de frapper à ma porte et lui ai poliment demandé si elle pouvait consulter les images de vidéosurveillance pour savoir de qui il s'agissait. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de caméra dans les couloirs. Sa réponse n'était pas celle que j'espérais. Elle est restée étrangement calme et indifférente. D'un ton détendu, elle m'a dit qu'il n'y avait qu'un seul autre client dans tout l'établissement. Puis elle m'a simplement fixé du regard, le regard vide. Je ne comprenais pas comment elle trouvait cela acceptable, ni quelle réaction elle attendait de moi. Il était clair qu'elle ne me serait d'aucune aide. Alors je l'ai laissée là et je suis retourné dans ma chambre. J'ai refermé la porte avec le verrou. Cette fois, j'ai mis mes écouteurs et j'ai lancé une vidéo de 10 heures de relaxation sur YouTube. Ce n'était pas seulement pour m'aider à m'endormir, c'était aussi pour me protéger du bruit de ceux qui me dérangeaient. Et pendant un moment, ça a fonctionné. Finalement, je me suis retourné sur le dos et j'ai commencé à scruter la pièce. Mon regard s'est figé en regardant dans le coin. Je me suis redressé, essayant de mieux voir ce que je croyais voir. On aurait dit une silhouette massive, à forme humaine. Elle devait mesurer près de 3 mètres, debout dans un coin, la tête touchant presque le plafond. L'image dans mon esprit m'a terrifié. J'ai bondi par-dessus le lit pour allumer la lampe. Quand la lumière s'est allumée, le coin était vide. Je suis restée assise là, le cœur battant à tout rompre. Je devais être à près de 200 battements par minute. Au bout de quelques minutes, je me suis calmé, j'ai éteint la lumière et je me suis allongé sur le côté. La vidéo de relaxation était toujours diffusée dans mes écouteurs. Ça m'a aidé à me calmer un peu. Mais moins de 2 minutes plus tard, je me suis redressé et j'ai scruté la pièce du regard. Et elle était là, de nouveau dans un coin. La même silhouette humanoïde imposante. Je rampais jusqu'au bord du lit pour mieux voir, puis je faillis perdre la tête. J'aperçus ce que j'étais sûr d'être un long bras qui bougeait légèrement. Je me précipitais pour rallumer la lampe, et une fois de plus, le coin était complètement vide. C'en était fini pour moi. Je rassemblais rapidement mes affaires et quittais la chambre en quelques secondes. Je tendis la clé à la réceptionniste, lui disant que je partais plus tôt. Elle ne dit pas un mot et je sortis directement. Je continuai ma route jusqu'à trouver un autre hôtel, où je dormis enfin paisiblement, sans que rien d'étrange ne se produise. Quand j'étais enfant, j'avais une chambre au rez-de-chaussée. L'argent était serré et notre mère nous élevait seuls à 4. Étant la plus jeune, j'avais la plus petite chambre. Ma chambre était juste à côté du salon, un petit espace carré avec du parquet. Il y avait 2 grandes ouvertures d'aération dans le sol, aux coins opposés, et 2 autres au plafond. Mon lit occupait presque la moitié de la pièce. Comme je l'ai dit, l'espace était vraiment restreint. J'irai droit au but. J'avais 13 ans et je faisais mes devoirs sur le lit, faute de bureau, quand j'ai entendu un rire d'enfant. Je suis sorti pour vérifier si mes frères et sœurs n'étaient pas là, dans le salon et la cuisine. Mais tout le monde semblait être à l'étage. D'habitude, on dit qu'on prend ce genre de bruit pour son imagination, mais ça n'a aucun sens. Je sais ce que j'ai entendu. Le rire était limpide. Je n'avais aucune idée de ce que j'avais imaginé. Je suis retourné à mes devoirs, mais j'ai gardé une oreille attentive, guettant toute autre anomalie. Assez de temps s'est écoulé pour que je puisse passer outre. Et juste au moment où je commençais à me sentir à nouveau normal, je l'ai entendu de nouveau. Le rire, plutôt un léger gloussement cette fois. Ça a duré plus longtemps, et ça ne venait pas de l'extérieur de ma chambre. Ça venait de l'intérieur. J'ai supposé qu'un de mes frères me faisait une farce et se cachait quelque part. J'ai suivi le son du rire, qui m'a étrangement conduit dans un coin de ma chambre. C'est alors que j'ai regardé la bouche d'aération. Le bruit venait de l'intérieur.
Je me suis agenouillé et j'ai collé mon oreille contre elle. Mais à ce moment-là, le rire avait cessé. Après quelques instants de silence, j'ai écarté mon oreille et me suis penché pour regarder à l'intérieur. Il m'a fallu une seconde pour réaliser que je fixais deux yeux qui me regardaient. J'ai poussé un cri aigu et j'ai appelé ma mère de toutes mes forces. Elle s'est précipitée dans la pièce quelques secondes plus tard. Mais à ce moment-là, les bruits s'étaient déjà arrêtés et les yeux avaient disparu. Ma mère pensait que j'étais juste épuisé et que je perdais la boule, mais je refusais catégoriquement de dormir à nouveau dans cette chambre. Elle m'a laissé dormir dans sa chambre cette nuit-là. En fait, cela a duré environ une semaine avant qu'elle n'insiste enfin pour que je retourne dans mon lit. J'ai finalement passé 4 ans de plus dans cette même chambre avant de déménager, et rien d'étrange ou de paranormal ne s'est produit après cette unique nuit.